of the world. Don't forget that's the mother of parks in Africa. That is the very first park that was created that have given birth to conservation in the continent. There's nowhere you can find such a diversity in Africa. And as an organization that deals with conservation, I think there's a moral obligation that we keep that intact. Pour garder ce parc intact, l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, patrouille chaque jour ses limites, le protégeant des nombreuses menaces dont il fait face. Le parc national de Virunga a des menaces qui sont circonscrites par 3 axes. Il y a l'axe d'abord de l'exploitation de ses ressources naturelles, il y a le braconnage, mais il y a aussi les empiètements de ces limites du parc. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 6 millions de personnes qui vivent autour du parc. Et le parc occupe presque 13% de la superficie de la province du Nord Kivu. Vous comprenez très bien que le parc constitue un petit îlot où toutes les gens, toutes les personnes recherchent à avoir non seulement les ressources protéiniques, mais aussi les ressources énergétiques en bois. Et ces ressources énergétiques dont la population a tellement besoin sont le bois de chauffe et le charbon de bois, ou makala, dont les fumées blanches témoignent de la production, un procédé qu'on nomme la carbonisation. Dans le temps, il y avait plusieurs espaces en dehors du parc qui étaient boisés. Il se trouve que maintenant, le parc ne constitue qu'un seul îlot où il y a toutes ces ressources naturelles qui font la convoitise de populations environnantes. C'est pour vous dire qu'il y a une pression énorme qui se fait autour du parc parce qu'il y a un besoin en ressources énergétiques. Et ce besoin est énorme. Chaque jour, des tonnes de makala, provenant de la carbonisation illégale dans le parc national de Virunga, transitent vers Goma, ville capitale du Nord Kivu. Cette région a connu de multiples conflits au cours des dernières années. Et les conflits continuent encore aujourd'hui, avec de nombreux groupes armés présents dans la région. En 1994, suite au génocide rwandais, des milliers de réfugiés viennent gonfler les rangs de la ville de Goma. Sur une période de 20 ans, la ville de Goma passe de 100 000 à 1 million d'habitants et ne cesse de s'étendre. L'électricité et les sources d'énergie alternatives sont extrêmement limitées. Le combustible le plus utilisé pour cuire les aliments ici à Goma, c'est le charbon de bois qui est utilisé par 94% des ménages et le bois de chauffe. Juu nipige chakula mimi natumikishaka makuni. Bo kusema tupate kuni huku mara mingi zinatokaka mu niveau ya Muja, Rusai huko make mu parke kule yule. Hakuna kitu nyingine unaweza fanya isipokuwa tu makala tu ndio ununu wake kila siku makala. Kwa mwezi natumikisha makala mifuko 2 ama 2.5 hata 3, sababu mbabura iko kubwa sana na inakula makala mingi sana. Pour réduire la consommation de Goma, le WWF promeut des foyers améliorés, produits localement, qui consomment jusqu'à 50% de makala en moins. En 2008, nous avions fait une étude. Les résultats nous ont révélé que 80% des makala qui étaient consommés dans la ville de Goma provenaient du parc national de Virunga. Avec une consommation annuelle de 50 000 tonnes de makala pour la seule ville de Goma, la pression sur le parc est immense. Le prix du makala est en constante augmentation, ce qui rend ce trafic illégal très attractif. Et certains groupes armés profitent de la situation. Pour les cas d'espèces ici dans le secteur sud, c'est surtout le FDLR qui en tire profit. Parce qu'avec cet argent,
ils recyclent ces fonds, c'est comme si on appelle le blanchiment de l'argent avec la carbonisation. Donc, avec cet argent les recettes qui tirent de la carbonisation, ils recyclent cet argent avec d'autres activités lucratives. Nous n'avons que pour le moment 400 gardes tout au plus. Bon, nous sommes en train de former d'autres gardes pour essayer d'avoir un effectif minimal pour surveiller les 800 000 hectares. Néanmoins, nous devons recourir aussi au concours des autorités politico-administratives, au concours des chefs coutumiers, dans le cadre de la sensibilisation, mais aussi des actions alternatives pour diminuer la pression sur les parcs. C'est ainsi que il y a une action qui est vraiment salutaire, entre autres notamment les reboisements. Des actions alternatives, c'est ce que le WWF, actif depuis plus de 20 ans dans la région, essaye de proposer aux communautés locales. Les pressions sur les ressources ligneuses sont telles que les écosystèmes forestiers voisins du parc sont en grande partie dégradés. Les initiatives de reboisement privées étant limitées, le WWF soutient des activités de reboisement depuis de nombreuses années, en soutenant la production et la distribution de plantules d'arbres aux communautés. Le WWF est présent dans la région depuis 1987. Il y a 3 moments importants qui ont marqué l'évolution dans les activités. Tout d'abord, il y a le programme environnemental autour de Virunga a commencé avec l'éducation environnementale sur la valeur exceptionnelle du parc national de Virunga et l'importance de l'arbre, et donc le reboisement. Ensuite, il y a eu le reboisement communautaire, développé à partir de pépinières pilotes et pépinières familiales. Et après, c'est le reboisement à grande échelle avec les petits paysans sur leurs propres champs. L'objectif de ce projet était de créer des alternatives à l'exploitation illégale du charbon de bois dans le parc, mais aussi de viabiliser l'approvisionnement en bois énergie. Les activités de reboisement à grande échelle avec des petits propriétaires terriens, c'est le projet Ecomakala, qui vise à développer un nouveau modèle de plantation forestière en vue de la production de makala avec les communautés locales pour permettre le reboisement rapide d'une région confrontée à une crise énergétique majeure. Ceci est réalisé par la promotion de milliers d'hectares de plantations d'arbres sur des terres de petits propriétaires terriens, étant des petits paysans disposant de quelques hectares pour le reboisement et leur permettre ainsi d'acquérir à terme de nouvelles sources de revenus. Pour atteindre et encadrer ces milliers de paysans, le WWF travaille avec des associations paysannes locales qui soutiennent les planteurs dans leurs activités de reboisement par l'approvisionnement en plantules et leur encadrement technique. Ce qui nous a amené de solliciter le partenariat aussi de Ecomakala, c'est parce qu'auparavant nous initions des pépinières pilotes avec les semences ramassées ici par là dans la brousse et nous faisions des pépinières. Alors nous les distribuions à la population. Étant donné que les forces étaient limitées, nous sommes dirigés auprès de WWF pour que nous soyons aussi acceptés dans le projet Ecomakala en vue de faire maintenant un reboisement à grande échelle parce que c'est le souhait de la population. Le problème de makala, le problème de construction, le problème de meubles, c'est vraiment un problème et une question là continuelle. Donc à tout prix, nous devons faire cette activité-là de reboisement. Kama niliingia tu mweko makala ni sababu tu kusudi watu kwa na mafikiri watoe kwanza park jinsi sababu inaacha zaidi sababu park leo kwa leo park inafunga sana basha maliza park kuna makala mingi natoka mpark ndio ni muhimu sana kupanda mti tena kwa leo tena wakati mti natoka nyingine inaweza patikana hata kugombola nyingine siku yetu ndio kusema tu hii tunjua na shetu niko na haki kuendesha kupanda kwa sababu park wakaimaliza Ecomakala kazi yake inaisha kwa sababu wanataka protéger park ikuwe mzuri ikuwe sa vile zamani. Ces planteurs et associations sont encadrés par des forestiers du WWF tout au long du processus, avec un soutien technique et organisationnel, tout en assurant un suivi continu des activités et des résultats. Les gens avaient l'habitude de planter
des arbres comme des haricots, au fait. Ils ne suivaient pas des alignements, non plus les écartements. Et ça, c'était quelque chose qui était pour nous, qui est resté plusieurs saisons, qui nous inquiétait, au fait. Mais maintenant, je peux vous rassurer qu'il y a maintenant 2 ou 3 saisons, les plantations commencent à avoir ces normes de qualité sans pour autant faire encore beaucoup d'efforts qu'avant. Malgré de nombreux progrès, le contexte de travail reste difficile pour tous les acteurs du projet. Ile wakati hakuna tena kwenda kushamba na miti kidogo tuliweza kupanda, hii vita iliharibisha likatakata miti tulikuwa tumekusha kupanda. Wakati FRDC ilikuwa mingi huko, wamesha kwa mwingine wako na gomana M23, wakati wanakosa kuni walikuwa napiga siku moja wanakuwa wanakata miti wanapeleka kule kwa defense zao. À chaque moment, on est en train d'arrêter un peu, de quitter la zone rapidement, du fait qu'il y a des problèmes de sécurité, il y a des coups de balles. Donc il faut être toujours très très attentif à la moindre petite information que tu as sur le plan sécuritaire. Vraiment, on ne s'hasarde pas, on arrête, on se met à l'abri jusqu'à ce que la situation s'améliore. Nous travaillons dans un contexte difficile et depuis plusieurs années, il y a eu des guerres à répétition. Mais quel est le facteur clé de réussite du projet, c'est 2 éléments à considérer. La première chose, c'est qu'avec le développement de l'approche de suivi des proximités, quand nous, on ne sait pas accéder sur terrain, les structures de la société civile que nous encadrons sont basées sur terrain et savent suivre les planteurs paysans. Nous revenons pour une contre-vérification. Un deuxième élément important, c'est qu'il y a une flexibilité dans le choix des zones. Quand on ne sait pas accéder dans une zone, on reste travailler dans une zone assez accessible. Mais le troisième élément, c'est lié aussi à notre présence depuis longtemps dans la région. Nous sommes assez connus et les activités que nous menons sont assez connues, ce qui nous donne un peu plus de marge à travailler dans des conditions assez difficiles. Malgré une longue présence dans la région, le projet a dû convaincre les populations de l'intérêt du reboisement. Kunaonekana maparti zenye hazina miti. Wakati tulianza hiyo projet hapa ilikuwa ni shamba ya kwanza. Ilikuwa na madifikulte za mingi kwa watu wanaokuwa pembeni. Kwa sasa wanaanza sikia muti sasa. Mais aujourd'hui, la population se rend compte de l'importance et commence à copier d'elle-même les plantations éco-Makala. Pour moi, c'est déjà un changement profond du fait que nos planteurs commencent à planter suivant les normes et il y a un effet d'entraînement. D'autres personnes font aussi comme nos planteurs. Et ça, c'est quelque chose qui me réjouit beaucoup. Dans la première phase, donc durant les 5 ans passés, les activités du projet ont créé une dynamique. Il y a de plus en plus un engouement. Tout le monde veut reboiser parce qu'ils se rendent de plus en plus compte que c'est une activité rentable. Il y a aussi ceux qui ont copié les modèles éco-Makala. Ils ont répliqué les mêmes plantations sans appui financier du projet. Ce qui est assez intéressant, c'est un avenir porteur. Pour assurer la durabilité du projet éco-Makala, le WWF travaille sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est le système de capital rotatif qui est basé sur la rétrocession. Cela signifie que chaque planteur doit rétrocéder 20% de la première coupe complète à l'association qu'il a encadrée. Cette association a pour objectif de réinvestir ces fonds dans les mêmes activités de reboisement, donc de produire et de distribuer des plantules aux paysans planteurs. Le deuxième aspect, c'est dans la commercialisation. Donc on travaille sur le regroupement des planteurs pour promouvoir la commercialisation, donc la vente groupée, afin d'influencer les prix, donc qu'ils aient des prix attractifs, parce que l'idée a été depuis longtemps de montrer que la foresterie est une activité rentable. Car un des objectifs est également d'apprendre aux planteurs à produire et commercialiser le Makala de leur plantation et d'en retirer un profit.
L'intérêt de travailler sur la coupe, la carbonisation et la commercialisation, c'est pour avoir un impact sur l'exploitation illégale dans le parc national de Virunga. Comme vous le savez, dans le parc, il y a de groupes qui ne sont pas contrôlés, de groupes armés qui carbonisent et qui coupent, et ça, ils vendent dans les grandes agglomérations, c'est une grande quantité. Maintenant, le projet voulait créer d'autres alternatives et arriver à approvisionner les grandes agglomérations à Makala. Et là, ça serait un frein pour l'exploitation illégale dans le parc. Mais pour contrer le marché illégal et assurer un revenu suffisant aux planteurs, il faut renforcer leur poids sur le marché. Une grande partie du plus-value va chez le commerçant. Et les planteurs, en œuvrant individuellement, ils n'ont pas vraiment le poids, ils n'ont pas le pouvoir d'imposer le prix sur le marché, et ils interviennent dans une position de faiblesse. Et dès que le commerçant ou un intervient arrive sur terrain, il impose le prix. Et il impose le prix et le planteur n'a pas le choix. Pour avoir ce choix et imposer un prix acceptable sur les ventes de leur makala, le projet soutient également le regroupement des planteurs. COPAL, c'est un comité de planteurs d'arbres en territoire de l'Oubert. Donc c'est un comité de planteurs d'arbres et a bénéficié du projet Komakala. COPAL a un objectif principal, c'est pérenniser les activités de reboisement dans le territoire de l'Oubert et maîtriser la chaîne de valeur du bois pour améliorer les revenus du paysan. Nous sommes dans un pays dévasté par la guerre depuis longtemps. La communauté est pauvre. Alors, ce que nous voulons améliorer avec la plantation d'arbres dans le projet Komakala, c'est la lutte contre la pauvreté. Donc, nous voudrions améliorer la condition de vie des communautés à travers la plantation des arbres. Avec sa plantation, le paysan planteur peut espérer augmenter son niveau de vie. Le projet contribue donc non seulement à la lutte contre la déforestation, mais également au développement socio-économique. Miti mko projet mbili. Kuko mbao, sababu ni munene. Hii ya kabambi ya chini inatoka mbao, ile ya kichwa ya yule matawi inatoka makala. Je suis content du projet parce que ça va m'aider pour la scolarisation des enfants et d'autres projets, par exemple pour acheter un autre chat et construire aussi une maison. Je viens de planter des arbres pour que ça puisse m'aider un peu plus tard. Et ça peut m'aider à scolariser les enfants lorsque je vais commencer à récolter. Je sais bien qu'au-delà de 10 à 15 ans comme ça, je vais commencer à récolter et puis ça va m'aider de survivre aussi. Aider à scolariser aussi les enfants et prendre aussi la famille en charge. L'idée est également de diversifier les activités génératrices de revenus au sein même des plantations, notamment avec la production de miel. Ce qui m'a motivé d'installer ces richets, c'est parce que j'ai constaté qu'il y avait des personnes qui voulaient du miel et qui cherchaient souvent ce miel dans des troncs d'arbres et surtout dans des trous entre les pierres. Et j'ai trouvé qu'il faudrait mieux qu'on élève les abeilles parce que c'est une activité qui était presque abandonnée. Nous avons commencé à produire les bougies. On a juste fait l'encens et juste après on va toujours utiliser ce cire pour la fabrication des cirages. Mais aussi on est en train de fabriquer l'hydromel qui est une boisson très douce. C'est un produit très vendu. C'est un produit qui nous procure de l'argent parce qu'une fois au marché, on vous donne facilement de l'argent. Dans un contexte tel que le Nord Kivu, les efforts de conservation de la nature doivent aller de pair avec l'amélioration des conditions de vie des communautés locales qui en dépendent.
There's no way you can do conservation in Central Africa without thinking about livelihoods, because 70% of the people in that area are rural dwellers. And they rely on natural resources for their daily lives. I hear here and there people talking about WWF core business as being conservation, but conservation without livelihoods in DRC is conversation. Le projet Ecomakala intervient également comme une composante d'un programme plus large et intégré dans le cadre du combat contre le changement climatique. En perspective, nous évoluons vers une approche intégrée. L'approche intégrée, c'est avec le projet Ecomakala Plus. Le projet Ecomakala Plus, c'est un projet du gouvernement, un projet pilote RED+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation. Toutes les études scientifiques qui ont été menées, soit dans notre pays ici, parce qu'au niveau de la stratégie nationale RED, il y a eu des études menées dans ce sens, et au niveau mondial, le groupe d'experts sur les changements climatiques a pu établir une très grande liaison entre la déforestation et le changement climatique. Et les statistiques qui sont avancées, c'est que 20% de la responsabilité du changement climatique vient de la dégradation et de la déforestation, c'est-à-dire toute action humaine sur la forêt. Et donc, à partir de cela, nous pouvons déjà trouver une liaison directe entre le fait d'attaquer la forêt et le changement climatique. Et donc, nous voulons dire, si nous développons des stratégies pour lutter contre la dégradation et la déforestation, nous allons lutter contre un des facteurs importants du changement climatique. Ce projet a été lancé en 2013 et nous travaillons sur deux composantes. La première composante, c'est d'estimer la déforestation historique et actuelle et de suivre l'évolution de la déforestation dans les parcs. La deuxième composante consiste à la mise en œuvre des activités qui ont un impact sur la réduction de la déforestation dans les parcs. Il s'agit des activités de reboisement, du modèle Ecomakala, la vulgarisation des foyers améliorés, l'appui à l'ICSN avec des patrouilles de renforcement de la loi. Soutenir les patrouilles dans le parc pour lutter contre la déforestation et le braconnage, diminuer la consommation de charbon de bois de la population avec les foyers améliorés, proposer des sources alternatives aux ressources provenant du parc avec des plantations. C'est le combat mené par le WWF et ses partenaires pour donner un avenir au parc national des Virunga. J'ai toujours l'espoir que ce parc continuera à survivre parce que d'ici 2025, il aura un siècle. Imaginez-vous. Donc il a quand même survécu à pas mal de pression. Le parc a connu beaucoup d'imitations depuis son existence. Moi, je suis de plus en plus confiant qu'avec cette conscience collective sur l'intérêt du parc, sur les retombées du parc, au niveau des vies des communautés, qu'il va se maintenir. Si on a une stabilité politique, quand il y aura moins de sécurité, en tout cas, je pense que ce parc a encore de longs jours devant lui. Et je compte beaucoup surtout sur les partenaires qui nous aident, entre autres le WWF. Néanmoins, la protection du parc des Virunga nécessitera encore beaucoup d'efforts et de combats. Surtout que depuis quelques années, la menace liée à l'exploitation pétrolière s'ajoute aux menaces existantes. Selon le WWF, le parc national des Virunga est un atout pour le développement socio-économique durable de la région. Le tourisme à lui seul pourrait générer plus de 200 millions de dollars par an s'il revient. Depuis 2007, 6500 hectares ont été reboisés, avec plus de 5000 paysans planteurs, représentant 10 millions d'arbres. 50 000 foyers améliorés ont été produits et vendus, épargnant 21 000 tonnes de charbon de bois, l'équivalent de 40% de la consommation annuelle de Goma. Supposons que tous les consommateurs de Goma utilisent un foyer amélioré, 20 000 hectares de plantations bien gérées sont nécessaires afin de répondre aux besoins en Makala de la ville de Goma. Un tiers du chemin a déjà été fait et le WWF continue,
jour après jour, avec les communautés locales et ses partenaires, à lutter contre les multiples menaces qui pèsent sur le parc, à travers des activités alternatives et des campagnes de sensibilisation, afin de protéger la richesse du parc national des Virunga et faire que ce patrimoine reste pour les générations à venir.